vous le savez, dans le cadre de la campagne Auvergne-Rhône-Alpes pour les élections régionales et sous donc l'animation du pôle écologiste que Fabienne Grébert dirige. C'est notre tête de liste et elle est avec nous ce soir. Dans cette table ronde, nous avons aussi à la fois des experts et des personnes très concernées par ces questions de santé, de précarité alimentaire et bien sûr d'une réponse qui sera le droit à une alimentation. Nous avons parmi nous Christian Duchesne, je le remercie de sa présence. Christian Duchesne, il est maire de Saint-Fond, donc d'une ville qui est dans la métropole de Lyon, et il a accepté d'être avec nous et de témoigner à la fois de la situation de son territoire, mais aussi des réponses qui sont apportées. Avec nous, une sociologue spécialiste de ces questions, Pauline Scherer, qui je crois est une sociologue associée au LERIS. Elle complétera tout à l'heure, peut-être nous donnera un peu plus précisément son laboratoire de rattachement, ou en tous les cas ses thématiques encore plus précises de recherche. Avec nous, donc, le fondateur d'une association très importante pour nous dans la métropole, qui est l'association VRAC, Boris Tavernier. Et avec nous, Jérémy, ce soir, Jérémy Camus, qui est vice-président à la métropole. Donc, vous voyez, nous avons là différentes échelles de territoire qui nous seront, qui témoigneront aussi de ces questions. Alors, c'est une question importante pour les écologistes, bien sûr, puisque cette question est à la fois une question, bien sûr, de justice sociale, mais bien sûr aussi une question de santé, une question de lutte contre la pauvreté et aussi une question éminemment écologiste, puisqu'elle concerne aussi la question de la production agricole, de la transformation de ces productions et de l'approvisionnement de ces produits et de l'alimentation sur l'ensemble des territoires, et notamment les territoires les plus en difficulté sociale, on pourrait dire. Donc, c'est une question très transversale, très large, qui fait appel à des réponses évidemment articulées, comme peuvent le penser des politiques écologiques. Donc, je vais dans un ordre donc, dont nous avons décidé, tout d'abord passer la parole à Pauline Scherer, puis ensuite à Christian Duchesne, maire de Saint-Fond, puis ensuite à Boris Tavernier, ensuite à Jérémy Camus, et Fabienne Grébert va clore une première série d'interventions. Nous allons, dans le chat, prendre toutes les remarques, tous les commentaires, toutes les demandes aussi de précision, toutes les questions. Et au terme de ce premier round, évidemment, nous reviendrons vers vos questions et nous tenterons dans une deuxième partie d'y répondre. Donc, tout d'abord, j'ai le plaisir de passer la parole à Pauline Scherer pour chacun, on va dire, 10 à 12 minutes d'une première présentation. Ok, c'est bon, vous m'entendez ? Oui, très bien. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis sociologue intervenante associée au LERIS, avec cette particularité que donc, je pratique la recherche-action, c'est-à-dire une pratique de recherche qui vise à la fois à produire des connaissances, mais aussi à faire évoluer les pratiques, à créer des dispositifs, des actions concrètes de terrain, etc. Ça fait maintenant 5-6 ans que je travaille sur ces questions de l'accès à l'alimentation pour tous, de l'égalité d'accès à l'alimentation, notamment l'alimentation durable, et plus particulièrement les enjeux de précarité alimentaire. Donc, je vais essayer de poser quelques enjeux comme ça dans les 10 minutes que j'ai. On a aujourd'hui, alors,
c'est des chiffres qui sont en train de changer effectivement avec la crise sanitaire, la crise sociale qu'on connaît, mais on estime à peu près à 9 millions de personnes qui vivent en France sous le seuil de pauvreté, dont, en tout cas avant la crise, 5 millions avaient recours à l'aide alimentaire pour se nourrir. Là, les estimations, c'est qu'on passerait plutôt à 8 millions de personnes, mais c'est des chiffres qui sont quand même très, très instables. Donc, on est en train de regarder ça plus précisément. En tout cas, il y a une forte augmentation de la fréquentation des lieux d'aide alimentaire depuis la crise sanitaire et surtout la crise sociale qui s'ensuit. Avec cette crise qui va exacerber finalement les inégalités qui étaient déjà là. Elle agit un peu comme un révélateur. Et en même temps, on voit effectivement arriver dans les distributions d'aide alimentaire des nouveaux publics, des gens qu'on voyait moins avant, ou alors en nombre un peu moins conséquent. Nous, la question qu'on pose, c'est est-ce qu'on peut changer un peu de manière justement de percevoir ces difficultés et ces inégalités d'accès à l'alimentation, pas par une entrée, on va dire, aide alimentaire, mais plutôt par une entrée accès de tous à l'alimentation dans les territoires et qui plus est à une alimentation durable. Ce qui est remis en question, c'est pas bien sûr les associations d'aide alimentaire, c'est le système en fait, le dispositif en lui-même qui interroge même les associations elles-mêmes sur plusieurs aspects. D'une part, la question de la qualité de l'alimentation en lien avec les enjeux de santé. Voilà, ce lien n'est plus à prouver aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a des dispositifs qui ne favorisent pas forcément cette qualité et donc cette santé derrière, sachant que les personnes en situation de précarité sont particulièrement concernées par les enjeux de santé liés à l'alimentation, voilà, avec le développement de certaines pathologies, avec des enjeux divers et variés, on va dire, autour de la santé. Mais c'est pas la seule chose qu'on interroge. Ce qui est interrogé aussi, c'est la question du mode d'intervention sociale que ça représente. Et donc derrière, c'est les enjeux de choix, de dignité, de citoyenneté qu'on peut poser autour de l'alimentation. On assiste à un mouvement depuis maintenant pas mal d'années, en France mais aussi ailleurs, qu'on a appelé démocratie alimentaire, où on voit finalement de plus en plus des citoyens tenter de se réapproprier finalement l'alimentation et le système alimentaire qu'il y a derrière. Ça, c'est tout le mouvement des AMAP, des magasins coopératifs, des circuits courts, etc. Donc, on a ce mouvement un peu de citoyenneté ou de démocratie alimentaire, mais qui aujourd'hui ne concerne pas ou très peu les classes populaires ou les personnes à très faible budget. Donc, on a quelque part des inégalités qui vont se creuser à nouveau autour de cet accès à une alimentation plus qualitative, meilleure pour la santé, et puis plus citoyenne, entre guillemets. Parce que là, ce qui est posé comme question, c'est l'enjeu, enfin, c'est l'alimentation comme enjeu politique aussi. Donc, c'est cette idée-là qu'on interroge aussi, ce que vous avez dit en introduction, autour du droit à l'alimentation, qui est un droit reconnu par le droit international et qui aujourd'hui n'est pas forcément respecté. L'aide alimentaire, c'est environ, on va dire, 700 millions de soutiens publics pour une année. Ça, c'est les chiffres de l'année 2018 qui vont se répartir entre les fonds européens, les fonds nationaux, la défiscalisation, les dons, le bénévolat qui est très, très important. Et donc, voilà, l'idée, c'est de se dire l'aide alimentaire a été créée au départ pour répondre à des enjeux d'urgence. C'est en train de devenir une réponse très structurelle. Est-ce qu'on peut réfléchir à d'autres manières de penser cet accès à l'alimentation, laisser quelque part ce système d'aide alimentaire pour répondre à l'urgence, mais prévenir son recours. Donc, c'est là où on fait des hypothèses, on va dire, d'expérimentation notamment, peut-être en outillant, en équipant, en créant des dynamiques sur les territoires qui vont permettre aux habitants, aux citoyens, aux citoyennes, d'avoir d'autres réponses avant, finalement, ce recours à une aide alimentaire d'urgence. La manière dont on travaille aussi, c'est par la question de l'action collective. Comment on peut aussi sortir peut-être d'une approche de l'accompagnement social qui aujourd'hui est peut-être assez individualisante, voire un peu moralisatrice, et comment on peut redonner encore toute sa place, enfin donner, parce que ça existe, bien sûr qu'il y a plein d'acteurs qui agissent dans ce sens-là déjà, mais sa place à une forme d'éducation populaire, à une forme de
dynamisation, on va dire, de dynamique citoyenne autour de l'alimentation, mais y compris dans les quartiers populaires, dans des zones plus défavorisées, ou avec des personnes qui sont directement concernées par la précarité, et notamment la précarité alimentaire. Bien sûr que l'alimentation, c'est une composante d'une situation précaire. D'ailleurs, on voit que c'est souvent une variable d'ajustement des budgets. C'est le 4e poste auquel qu'on va faire passer quelque part après le loyer, après les crédits. C'est-à-dire, on s'assure d'avoir un toit sur sa tête. Et puis après, avec l'alimentation, on fait un peu comme on peut. Sauf qu'il y a des gros enjeux derrière. Voilà, donc peut-être juste pour introduire, mais j'imagine que ça va être raconté, puis aussi par VRAC, etc. On a travaillé sur des hypothèses, notamment autour des tiers-lieux de solidarité et de transition alimentaire. Donc, comment, effectivement, on active dans un quartier, avec une communauté d'habitants, des dynamiques collectives autour de l'alimentation. Donc, concrètement, ça va donner des groupements d'achat, ça va donner des épiceries pour des publics mixtes, ça va donner des jardins, des activités de cuisine, des cantines, tout ce qui peut concourir à penser cette alimentation, à favoriser l'accès, parce que le prix, ça j'imagine qu'on en parlera aussi, mais le prix reste quand même un facteur premier de choix. Hein. Quand on est en situation de précarité, on va faire des choix, on va arbitrer nos manières de se nourrir, de s'approvisionner. Ça va impacter le choix des produits, ça va impacter les lieux d'approvisionnement, et ça va générer aussi beaucoup de... voilà, on dit toujours l'alimentation, c'est très multidimensionnel, ça touche à plein de choses, au porte-monnaie, ça c'est sûr, mais pas que, ça touche aux émotions, ça touche à la culpabilité, ça touche à l'estime de soi. Voilà, il y a vraiment... c'est ça qui fait que c'est intéressant aussi de travailler sur cet enjeu-là, qui touche derrière finalement à plein d'autres questions. Et quand on est sur des enjeux d'intervention sociale, d'accompagnement des personnes, on voit que c'est aussi un vecteur qui est tout à fait intéressant pour travailler sur l'accompagnement de trajectoires de vie et d'évolution finalement de ces trajectoires. Vous m'arrêtez quand ça fait le temps. Que dire d'autre? Donc moi je suis située à Montpellier. Vous avez encore 2 ou 3 minutes, Pauline. On veut bien vous entendre sur cet état des lieux que vous décrivez très très bien dans ces pratiques sociales et dans voilà. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment cet enjeu d'approche, alors comme on dit, systémique de l'accès à l'alimentation, et que finalement, quand on parle d'accès à l'alimentation, bien sûr qu'on parle des consommateurs, et notamment des plus précaires, mais on parle aussi derrière forcément de la production, de tout le système alimentaire qui doit aller avec. C'est-à-dire que si on ouvre, entre guillemets, des possibilités d'accès à cette alimentation durable, il va aussi falloir derrière se donner les moyens qu'elle puisse être effectivement accessible et qu'il y ait une offre alimentaire adaptée. Donc ça, c'est toutes les réflexions aussi sur la durabilité du système alimentaire. Voilà, les enjeux autour de la relocalisation, effectivement, de cette question d'être consommateur-acteur, mais on voit bien que ça suffit pas aujourd'hui et que ça va demander des changements encore plus profonds notamment sur le monde agricole. Mais c'est peut-être pas forcément l'objet de ce soir. Donc peut-être je reviendrai tout à l'heure sur les dispositifs qu'on expérimente donc dans le cadre de ces travaux de recherche-action. Donc ces fameux tiers-lieux alimentaires ou maisons solidaires de l'alimentation. En tout cas, comment permettre à l'échelle d'un quartier aux habitants de toucher finalement à cette question de l'alimentation, à la fois à travers de l'accès aux produits très concrets, sonnants et trébuchants, mais aussi tout ce processus finalement de sensibilisation, de prise de conscience, c'est quoi un système alimentaire, comment ça marche, pourquoi on dit qu'il faut qu'il soit plus durable, etc., etc. Et ça, c'est un travail finalement pour nous tous, hein, pour l'ensemble des personnes. On sait que changer ses habitudes alimentaires, ça se fait pas en un jour. On fait des allers, des retours, on améliore quelque chose et puis on revient en arrière. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est surtout pas d'imposer des nouveaux choix alimentaires par le haut, mais bien de travailler avec les personnes, à prendre conscience des choses, à trouver du sens là-dedans. Et voilà, je pourrais parler d'une expérience qu'on a sur Montpellier, là, de café épicerie solidaire. On est vraiment sur ce processus qui touche finalement à plein d'enjeux en même temps. Donc, l'accès à l'alimentation, oui, les enjeux de production qu'il y a derrière,
et de systèmes, bien sûr, de logistique, d'organisation, d'approvisionnement, mais aussi finalement l'insertion sociale et professionnelle, la question du lien et de l'entraide à l'échelle d'un quartier, la question de la citoyenneté, parce que finalement pouvoir manger durable, c'est un acte citoyen dont sont privés une partie des habitants. Et donc voilà, c'est aussi l'accès à cette citoyenneté à travers l'alimentation. Et puis de là, on voit bien que ça peut générer potentiellement d'autres processus de changement, d'émancipation dans des trajectoires de vie qui sont fragiles et complexes. Merci. Je m'arrête là pour l'instant. C'est déjà beaucoup d'enjeux que vous avez soulignés, qui ne sont pas que des enjeux strictement d'alimentation, voire même je dirais de liés aux revenus, mais des enjeux bien au-delà pour les droits des personnes, pour leurs droits, on pourrait même dire leurs droits culturels. Bon, c'est en tous les cas une notion qui pour moi est assez parlante. Je sais d'ailleurs qu'il y a des travaux en Lorraine sur les plans d'alimentation territoriaux et les droits culturels. On y reviendra peut-être, puisqu'on est en face souvent de populations fragiles. Vous avez parlé de dignité, vous avez parlé d'émancipation, et je pense que ça doit évoquer pour d'autres participants de notre table ronde, ainsi que pour nos auditeurs et nos auditrices, des réalités bien connues. Je vais passer justement la parole à Christian Duchesne, maire de Saint-Fond, pour qu'il nous dise déjà un petit peu en quelques mots son territoire. On l'évoquait cet après-midi ensemble en visitant une épicerie sociale et solidaire, les particularités de ce territoire, et du coup, qu'est-ce qui fait que cette question non seulement de l'accès à une alimentation, mais aussi, je dirais, du droit à une alimentation saine, est une question qui lui semble, en tant que maire, tout à fait primordiale. Christian, je vous passe la parole. Oui, merci. Bonsoir à tous. Effectivement, cet après-midi à Saint-Fond, nous avons accueilli Fabienne Grébert. C'est un honneur qu'elle vienne sur notre commune, et nous avons fait le choix de l'accueillir dans notre épicerie sociale et solidaire. Et ça a été l'occasion justement d'échanger sur cet accompagnement qu'on doit avoir, en plus de l'aide qu'on doit apporter aux familles les plus précaires. Alors, ma commune de Saint-Fond, dont je suis maire depuis juillet 2020, c'est-à-dire ça fait moins d'un an, notre commune de Saint-Fond est composée d'une grande partie d'habitants qui ont des difficultés économiques et sociales, pour le moins dont la proportion est importante pour une commune de 19 000 habitants. Et travailler sur la précarité alimentaire, et en plus avoir comme objectif d'améliorer la qualité de l'alimentation, c'est important, et ça entre dans le cadre d'autres soutiens qu'on doit apporter à cette population qui souffre d'autres fragilités. On a des familles dont beaucoup sont monoparentales. On a des problèmes de jeunes qui sont en rupture éducative, qui sortent du système scolaire, sans formation. On a aussi à tenir compte de la population des personnes âgées, qui est une population fragile également. On a, vous vous en doutez aussi, une forte proportion de jeunes et de moins jeunes qui ont des difficultés pour trouver un emploi ou pour entrer dans un processus d'insertion. Et donc, lutter contre la précarité alimentaire, ça entre dans le cadre de tous ces soutiens que les collectivités doivent apporter aux plus fragiles. Alors, Madame Scherer, dans son introduction, a dit beaucoup de choses, et c'est vrai que les maires et les élus que nous sommes, nous devons intervenir à la fois dans tout ce qui est immédiateté, parce que nous avons des gens sur notre commune qui ne mangent pas assez. Mais il nous faut aussi, vous avez bien raison, Madame Scherer, et c'est un beau défi, nous avons aussi à accompagner l'évolution de toute la population sur une alimentation
plus qualitative. Et là, c'est compliqué parce qu'on lutte contre des habitudes et donc on doit s'inscrire un peu plus dans le temps là. On doit construire des projets, mettre en place des dispositifs. Alors, pour être plus concret et pour parler des leviers d'action dont nous disposons, alors, le premier, c'est le soutien qu'on doit apporter à notre CCAS. On a augmenté cette année. Alors, évidemment, je parlerai un petit peu de la crise sanitaire. Je crois qu'on ne peut pas l'éviter, puisque, comme on le disait tout à l'heure, elle a mis en évidence les difficultés. Elle a été un révélateur de difficultés, parfois supplémentaires, mais en tout cas, sur ma commune, ce sont des difficultés qui existent depuis longtemps. Donc, le CCAS, nous avons augmenté les subventions et nous sommes en lien avec l'épicerie sociale et solidaire pour accompagner les personnes, justement, pour les orienter vers cette épicerie, ce qui leur permet à la fois de trouver une aide et à la fois d'entrer dans un système d'accompagnement, comme on le disait tout à l'heure. L'autre levier que nous avons sur la commune, c'est un levier plus historique, plus installé, et qui est un soutien aux associations de solidarité que nous avons sur la ville. Et là, on ne peut que remercier les bénévoles qui font un travail utile. Nous devons les remercier et les soutenir. Ensuite, je parlais tout à l'heure du dispositif et d'actions politiques que nous pouvons avoir. Alors, le premier que nous utilisons sur la ville de Saint-Fond, c'est la restauration scolaire. Alors, on est vraiment dans les choix politiques parce que en faisant fonctionner notre restaurant scolaire, on est sûr que les enfants y trouvent une alimentation équilibrée, au moins une fois par jour. Et donc, nous faisons le choix d'abord de ne pas nous limiter sur le nombre de demi-pensionnaires, de tenir des tarifs extrêmement abordables pour les familles. Et pendant la crise sanitaire, pour les soutenir, ces familles, nous avons divisé le tarif par 2 pour les familles, pour qu'on soit sûr que les enfants viennent bien manger à la cantine et que ce soit facilité pour les familles. Et puis nous devons travailler aussi sur l'axe de la qualité alimentaire des cantines. Alors, nous avons la loi Egalim qui nous donne des normes, obtenir je vous prie de m'excuser, obtenir une alimentation bio ou tout au moins une alimentation de qualité avec les normes qui nous sont données, c'est pas rien pour notre commune. Hein. Nous avons presque 60% des enfants qui mangent au moins une fois à la cantine. Voilà, travailler sur une meilleure qualité, pour nous, c'est un surcoût annuel de 50 000 euros. C'est pas rien, mais c'est un choix que nous faisons. L'autre action que nous menons, c'est avec notre atelier Ville Santé. Les problèmes de précarité alimentaire entraînent des problèmes de santé, vous le savez. Nous avons une population infantile qui est plus qu'ailleurs en surpoids, et nous avons aussi bien chez les enfants que chez les adultes un taux de diabète 2 fois supérieur à celui de la moyenne de la métropole. Donc, il y a vraiment tout un travail à faire, tout un travail éducatif sur le prestataire que nous devons choisir pour les cantines, par exemple. Nous demandons à ce qu'il y ait des animations qui soient faites dans nos restaurants scolaires, à la fois pour mettre en évidence l'équilibre alimentaire et la qualité, et aussi pour lutter contre le gaspillage, ce qu'on retrouve par ailleurs sur des actions auprès du collège. Alors là, on a des actions soutenues par la métropole. Ce sont des ateliers zéro gaspille, par exemple.
ou des concours, je pense par exemple concours du meilleur tacos. Évidemment, c'est l'occasion de travailler sur l'équilibre alimentaire. C'est pas uniquement pour fabriquer des tacos, hein, on est bien d'accord. Avec la métropole, on envisage aussi des ateliers parents-enfants sur la transmission culinaire, des ateliers pour favoriser la préparation des repas. Les autres leviers que nous pouvons utiliser et qui sont peut-être moins évidents, nous avons sur Saint-Fond à faire un choix pour la diversité des commerces. Nous n'avons pas de magasin bio sur notre commune, hein. On pourrait le regretter, mais je pense que c'est sans doute parce qu'il ne serait pas rentable, on peut le supposer. En revanche, nous avons beaucoup de fast-food et en cette période, il y a même que ces commerces-là qui travaillent et ça n'entraîne pas de bonnes habitudes alimentaires pour nos habitants. Je voudrais ensuite, j'en avais parlé au président Camus lors d'un entretien qu'il m'avait accordé, je voudrais travailler avec ma CTM, mon territoire, ma circonscription métropolitaine, avec mes 4 communes voisines. Christian, oui, pardon. Juste une petite remarque. CTM pour nos auditeurs qui ne... Ça veut dire quoi? Eh ben, c'est les subdivisions de la métropole, c'est la conférence territoriale des maires. Et par exemple, ma commune de Saint-Fond, dans sa CTM, elle est associée à Vénissieux, Fézin, Corba et Solèze. Voilà. Et nous sommes amenés à faire un projet de territoire sur cette CTM. Est-ce que j'ai été clair? Oui. Voilà. Bien. Voilà. Et donc, sur ce territoire CTM, nous avons des villes, des communes très urbaines, hein, comme Saint-Fond, mais nous avons aussi des communes plus agricoles. Et je me demandais, dans la réflexion sur une alimentation de qualité, bio, et pour la mise en valeur de circuits courts, si on ne pouvait pas avoir un projet de territoire qui permettrait de rapprocher ces communes plus agricoles des communes urbaines pour alimenter peut-être, approvisionner peut-être les cantines, mais pourquoi pas aussi les entreprises de la veille de la chimie. Alors, tout ça n'est qu'un projet, mais il serait d'ampleur, enfin de niveau métropolitain. Voilà. Je vais terminer pour vous dire que dans l'idée de projet à monter, nous venons d'apprendre, la ville de Saint-Fond vient d'apprendre que nous sommes lauréates de l'appel à projet Quartier Fertile. Dans le cadre de l'ANRU, voilà. Cet appel ça vise à développer l'agriculture urbaine dans les territoires, en renouvellement urbain donc. Notre dossier comportait plusieurs actions, dont le renforcement des jardins partagés, qui existent déjà à l'épicerie sociale et solidaire, nous en avons parlé tout à l'heure, et aussi nous avons comme projet la création d'une ferme urbaine. Voilà. Alors c'est un projet global qui vise à articuler l'amélioration de l'alimentation, le respect des sols et l'insertion sociale, c'est-à-dire, et je reprends ce que disait Mme Serra tout à l'heure, c'est sans doute un projet qui permet de créer du lien social, voilà. Et on n'est pas dans du didactique, on est dans de l'accompagnement, voilà. Voilà, j'ai essayé d'être un petit peu synthétique. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est vrai que à la fois, hein, vous nous avez parlé d'urgence, mais on voit bien que dans les et c'est vrai que vous venez il n'y a pas si longtemps que vous êtes à la tête de cette municipalité, donc on voit que vous avez déjà saisi beaucoup de leviers d'action, un peu plus à court terme, et puis vous construisez sur le long terme. Je suis ravie de voir que vous êtes sélectionné sur quartier fertile. Là, on pourra peut-être en reparler. Qu'est-ce qu'un territoire comme le vôtre peut en attendre? Comment vous allez développer tout cela? En tous les cas, du concret aussi sur les populations qui sont sur Saint-Fond. On évoquait tout à l'heure, par exemple, le taux de logement social à Saint-Fond, qui, je crois, est de l'ordre de 54 ou de 58%. Donc, ça, c'est aussi un critère qui décrit bien le territoire, hein, et qui l'inscrit effectivement dans des difficultés sur ces questions d'accès à une alimentation saine. Alors, je vais du coup donner la parole à Boris Tavernier pour qu'il puisse nous expliquer quelle est l'origine de VRAC, pourquoi, comment ils ont mis en place cette initiative et comment elle se déploie aujourd'hui sur la métropole. D'emblée, je vous passe la parole, Boris. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. VRAC, maintenant, ça fait à peu près 8 ans que ça existe bientôt. Je ne vais pas revenir trop sur les constats, parce que Pauline les a fortement bien décrits, et c'est pour ça qu'on a monté VRAC, c'est pour réduire ces inégalités en matière de consommation, sur ces questions d'alimentation, parce que ces inégalités, elles sont galopantes, grandissantes, et encore plus marquées dans les quartiers populaires. Donc nous, notre action, elle se déroule vraiment dans les banlieues, depuis le début du projet, parce que c'est un peu la double peine. Christian Duchesne parlait de Saint-Fond tout à l'heure, on aurait pu parler du quartier des Clochettes, par exemple, et dans plein de quartiers de la métropole de Lyon et plein de quartiers en France, c'est des déserts, en fait, des déserts alimentaires. Donc même si on avait envie de bien consommer, on ne trouverait pas d'offres sur notre territoire. Et le deuxième frein, évidemment, c'est le frein économique, parce que même si on a envie de bien consommer, on n'en a pas forcément les moyens. Donc l'enjeu, c'était vraiment de pouvoir réduire cette problématique. Et le choix qu'on a fait, c'est de développer des groupements d'achat dans ces quartiers-là, pour donc de se rassembler, d'être plus nombreux pour pouvoir mieux consommer. Et, alors évidemment, ça n'a pas été si facile que ça, parce qu'aujourd'hui, quand on arrivait dans les quartiers, qu'on parlait de produits bio, de produits locaux, c'était un rejet. C'est pas pour nous, c'est pour les riches, on n'a rien à voir avec ça. Donc il y avait quand même un petit peu des barrières. Donc ce qu'on fait toujours aujourd'hui, c'est de passer du temps dans ces quartiers, de rencontrer les structures, rencontrer les associations, les centres sociaux, tous les acteurs, et de rencontrer les habitants, de s'intégrer au quartier et de convaincre, non pas par l'injonction, mais de convaincre par le goût, de convaincre par le prix aussi. Donc on organise beaucoup, avant de démarrer un groupement d'achat dans un quartier, des dégustations en pied d'immeuble, on fait goûter les produits, et ça, ça fonctionne plutôt bien. Une fois que c'est validé en termes de goût, on parle souvent évidemment du prix. Le choix qu'on a fait, c'est de revendre tous ces produits qu'on achète auprès de paysans, de producteurs à prix coûtant. Donc il n'y a aucune marge qui sont réalisées. Le kilo de farine à 75 centimes est revendu 75 centimes. Donc évidemment, ça permet de casser quelques barrières. On ne va pas toucher avec VRAC un public qui est vraiment dans l'extrême pauvreté, et les personnes qui n'ont pas 1 euro pour manger ne peuvent même pas se payer des produits à prix coûtant. Donc ça, c'est quand même important. On est un maillon de la chaîne, comme la Casaline à Saint-Fond, et aussi un maillon de cette chaîne alimentaire, et on est complémentaires. D'ailleurs, on a un groupement d'achat dans l'épicerie sociale à Saint-Fond, donc ça a vraiment du sens. Donc on va toucher, nous, plutôt un public, beaucoup de retraités, d'étudiants, de travailleurs pauvres aussi, de petits salaires. Donc ça, c'est plutôt le public qui vient chez VRAC. Et puis on s'est rendu compte, en cassant ces barrières, qu'en fait, il y avait un vrai intérêt et une vraie connaissance de l'alimentation. On avait plein de questions, mais d'où ça vient, comment c'est produit, si c'est pas cher, est-ce que le producteur est bien payé? Donc il y a quand même cette connaissance aussi de la précarité du monde paysan.
Est-ce que ton apiculteur donne du sucre aux abeilles l'hiver? Donc, c'est des personnes qui connaissent ces bons produits-là, mais qui ont vraiment plus du tout accès. Donc ça, c'était une première chose intéressante. Et ensuite, on a lancé les groupements d'achat un peu sur le système du NAMAP. Moi, j'avais monté la première AMAP lyonnaise en 2004. Par contre, je voulais vraiment éviter cette question d'engagement qui est vraiment difficile de t'engager sur une année et de ne pas choisir ce qu'on va consommer. Pour moi, VRAC, c'est vraiment ça. Notre objectif, c'est pas de vendre le maximum de produits bio locaux dans les quartiers, c'est que les gens aient le choix et qu'ils se réapproprient leur consommation. Donc, il y a des commandes mensuelles. L'action se passe beaucoup quasiment exclusivement dans les centres sociaux, qui sont des lieux qui sont repérés, identifiés par les habitants du quartier. Et on a une centaine de références de produits aujourd'hui, essentiellement des produits secs, parce que malheureusement, sur le fruit et légumes, il y a encore des vraies difficultés en termes de tarifs, mais aussi en termes de logistique. Et les habitants choisissent tous les mois les produits dont ils ont besoin et les quantités dont ils ont besoin. Il n'y a pas d'obligation, ils viennent quand ils ont envie. Soit on commande de manière numérique, soit lors de permanences physiques, parce que ça c'est hyper important. Il y a encore beaucoup de gens, malgré les chiffres qu'on nous donne, il y a énormément de personnes qui sont éloignées du numérique, soit qui ne savent pas utiliser, soit qui n'ont pas le matériel. Et nous, on va centraliser avec les équipes de VRAC toutes ces commandes. Et 10 jours plus tard, on va distribuer, livrer chaque centre social, chaque quartier, chaque groupement d'achat. Et là, les habitants vont venir avec leur emballage, avec leurs bouteilles. On va jouer à la marchande toute une journée dans une épicerie éphémère qu'on a créée dans le quartier. Et cette porte d'entrée-là, c'est un peu cette entrée de groupement d'achat, ça parle à tout le monde. On a tous besoin de manger, on a tous envie de mieux se nourrir, et ça nous permet de parler d'alimentation et de casser encore plein d'autres barrières. VRAC, c'est un projet qui est, vous l'aurez compris, économique, de permettre à des personnes d'accéder à des produits qui ne peuvent pas se payer, mais aussi à des paysans de mieux vivre. Alors, ils ne vont pas mieux gagner leur vie. Moi, je négocie pas les prix, je paye au juste prix, mais s'il y a des produits qui sont trop chers, on ne peut pas travailler ensemble. Mais par contre, ils vont moins bosser. Quand on achète la moitié de la production d'un apiculteur, il ne va plus faire les marchés le week-end. Quand on achète 15% de la production d'un producteur de fromage de chèvre, il va aussi pouvoir embaucher quelqu'un. Donc ça, on participe aussi à ça et c'est important. C'est un projet terriblement sur le lien social. VRAC, c'est un projet qui est très féminin, et dans les quartiers populaires, il n'y a pas beaucoup d'endroits, voire pas du tout d'endroits pour les femmes. Les hommes ont souvent le bistrot quand c'était possible, maintenant c'est un peu plus compliqué, mais les femmes ont juste la sortie de l'école en fait. Et on voit bien sur les groupements VRAC où on pourrait récupérer sa commande en 3 minutes et partir. Les gens restent pendant 2 heures, 3 heures et échangent, papotent. Des personnes qui habitaient le même immeuble se sont rencontrées sur des groupements VRAC, et quand on les questionne, la première chose qui vient, c'est d'abord le lien social avant le bio et le local. C'est vraiment pouvoir se rencontrer, de faire des choses ensemble. Donc derrière ça, on organise des ateliers de cuisine, des sorties à la campagne pour renforcer ce lien avec les personnes qui nous nourrissent. Au-delà du bio et du local, c'est la question de confiance, de savoir qui nous nourrit et de quelle manière qui compte. Et en plus, ça nous permet de nous évader aussi et de sortir un petit peu du quartier. On organise des concours de cuisine, on fait des bouquins, on fait plein de choses avec les habitants. Et ils sont aussi partie prenante. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Quand Pauline parlait de participation, d'émancipation, nous, les habitants, sont aussi au conseil d'administration de chaque association VRAC. Ils participent à la gouvernance. Ils sont aussi un peu ambassadeurs du projet sur leur territoire, sur leur ville. À Vaux-en-Velin, il y a quelques années, ils ont créé à la mairie un groupe de travail autour du développement durable. C'est pas moi, c'est pas les équipes de VRAC qui y sont allées, c'était les habitants du Mas du Taureau qui allaient représenter VRAC. Et cette question de participation, elle est vraiment très, très, très importante. Et ce que disait Christian Duchesne tout à l'heure, c'est cette question de s'inscrire dans le temps. Alors évidemment, c'est difficile pour nous parfois de convaincre des financeurs, des élus, de leur dire oui, avec cet argent-là, on touche X personnes. C'est 1000 fois moins que ce que touche l'aide alimentaire, et c'est pas du tout le même travail. Et donc d'offrir du temps, c'est aussi un choix politique, quoi. Ces projets d'accès à l'alimentation, c'est des vrais choix. C'est moins difficile aujourd'hui pour convaincre qu'il y a quelques années, parce que l'alimentation est partout, c'est devenu vraiment une cause nationale, et les élus que vous êtes autour de cette table avaient bien compris que c'était un investissement sur l'avenir, cet accès à l'alimentation de qualité, et pas un coût pour la société. Aujourd'hui, le VRAC, il va pas trop mal quand même depuis 7-8 ans. Alors évidemment, on est
fortement présent sur la métropole de Lyon, parce que c'est là qu'on est né, et puis c'est un territoire qu'on aime, donc on continue on est présent sur 17 quartiers, on a développé VRAC Université aussi, pour essayer de répondre aussi à notre échelle à cette précarité alimentaire. On l'avait mis en place il y a 2 ans, et là, ça explose vraiment cette année. Et il y a quand même, voilà, il y a quand même des motifs d'espoir dans cette crise. Il y a quand même beaucoup de solidarité qui a été générée, mais il faut réussir à pouvoir structurer toute cette générosité, toute cette solidarité, pour pas que ça devienne juste des pansements sur des jambes de bois, qu'on soit juste dans l'urgence. Donc il faut vraiment s'inscrire sur un temps long. On a fait des petits VRAC qui existent maintenant dans une dizaine de villes en France. Ben là, d'ailleurs, je suis à Lille, et on est en train de créer le projet, mais aussi dans le bassin minier, et on est en train de traverser les frontières vers la Belgique. Mais il y a quelque chose qui me tient encore plus à cœur que de traverser la frontière, c'est de pouvoir toucher la ruralité. VRAC, c'est aujourd'hui un projet de métropole, de grosse ville, qui est soutenu par des bailleurs sociaux, par des grosses collectivités, mais en fait, il y a les mêmes problématiques à la campagne. C'est pas parce qu'on habite au milieu des champs qu'on peut bien se nourrir. Et parfois, c'est même beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas forcément même d'aide alimentaire, d'épicerie sociale dans la ruralité. Donc, on est en train de s'atteler à essayer de créer VRAC sur le département de la Drôme, sur des petites communes. Donc, on travaille avec Olivier Royer, d'ailleurs, qui est, je crois, candidat avec vous, sur la commune de Die, sur Aoust-sur-Scie, et aussi sur Romans-sur-Isère, sur Cré, Chabeuil, sur tout ce bassin, pour essayer de réinventer VRAC et l'adapter au monde rural. Donc voilà où on en est à peu près aujourd'hui. Boris, belle aventure là, depuis 8 ans, et semble-t-il un développement bien adapté aux questions qu'on se pose aujourd'hui. Je voulais vous remercier les unes et les autres de la discussion, de vos commentaires là dans le fil de discussion. C'est tout à fait intéressant. On va pouvoir y revenir tout à l'heure. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Ça nous permettra de refaire ensuite un autre tour de table. Je vais passer maintenant la parole à Jérémy Camus. La métropole a été évoquée tout à l'heure, à la fois d'ailleurs par le maire de Saint-Fond, mais aussi par Boris Tavernier. Donc Jérémy, lui aussi, a pris ses fonctions il y a quelques mois. Voilà, il va nous dire un peu à partir de quel levier la métropole veut travailler sur ces questions d'alimentation. On sait par exemple que vous avez un programme alimentaire territorial, le fameux PATLI. Est-ce qu'il faut repartir de ce programme? Comment vous avez décidé de faire évoluer les choses, notamment donc pour les quartiers populaires et pour les quartiers qui en ont aujourd'hui, pour les personnes qui en ont le plus besoin? Eh bien, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? C'est bon pour vous? Oui. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci Fabienne, merci beaucoup Pascal pour votre accueil. Bonjour à tous les intervenants. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent en ce moment. En fait, déjà la question c'est que font les écologistes quand ils arrivent en responsabilité dans une collectivité autour d'alimentation, et je pense qu'on a déjà on a posé des grands marqueurs autour de ce sujet, et je vais essayer de vous les développer dans les 10 minutes que vous m'accordez. Alors ça peut paraître symbolique, mais déjà c'est la première fois qu'au sein de la métropole, il y a une délégation spécifiquement dédiée à l'alimentation et à l'agriculture. Elle n'existait pas, cette délégation, avant. Alors ça peut paraître anecdotique comme ça, mais il faut savoir que ça marque une position forte du nouvel exécutif sur cet enjeu. Ça place l'alimentation au cœur de la politique publique de la métropole, et je vais vous expliquer comment on va s'y prendre. L'autre élément marqueur, c'est des arbitrages budgétaires. Le budget dédié à l'alimentation et à l'agriculture a été multiplié par 4 avec le nouvel exécutif arrivé en juillet dernier, ce qui nous amène des moyens beaucoup plus conséquents que sur les précédents mandats autour de ces enjeux, et autant dire ça ne sera pas trop, parce qu'on a des grandes ambitions sur la dimension alimentaire. Pour reprendre les propos du maire de Saint-Fond, Christian, sur la coopération avec les communes. La métropole, c'est 59 communes,
Et dans ce cadre-là, on a un pacte de coopération avec l'ensemble des communes de la métropole. Et l'alimentation fait partie des 7 axes stratégiques qui ont été identifiés de coopération avec la métropole. Donc ça veut dire encore une fois que l'alimentation arrive comme un des sujets prioritaires dans ce mandat. Et on a décidé de placer la notion de justice alimentaire qui nous réunit ce soir comme l'un des 2 piliers de la feuille de route de ce nouvel exécutif. Justice alimentaire, pourquoi? Dans le précédent mandat, Bruno Charles, écologiste prédécesseur sur ces questions alimentaires, avait mené un diagnostic et ce diagnostic révélait que 30% des personnes qui avaient été interrogées dans le cadre d'une enquête déclaraient ne pas avoir les moyens de se nourrir correctement. 30% de 1 400 000 habitants, je vous laisse faire le calcul. Et pire encore, 15% des personnes qui avaient été interrogées déclaraient ne pas se nourrir à leur faim sur la métropole. On a vu que, évidemment, la crise sanitaire qu'on est en train de vivre et qu'on a vécu cette longue année a mis en évidence clairement des problématiques d'accessibilité alimentaire pour la plupart des gens qui ont essayé de se nourrir correctement à la métropole et encore plus, comme le disait Boris à l'instant, dans des zones de la métropole qui sont très peu couvertes en termes d'offres de qualité pour la population. Les leviers qu'on souhaite mettre en place, en fait, c'est agir déjà sur cette accessibilité. Et Boris, je ne vais pas reprendre la démonstration, parce que non seulement c'est un acteur qui agit déjà, il a déjà pas mal expliqué les enjeux qui sont autour de l'offre. Alors VRAC propose il est très humble quand il présente son projet, parce que il présente une offre qui est relativement intéressante et sur laquelle je vais essayer d'y revenir aussi, le soutien aux acteurs qui existent déjà sur le territoire. Enfin, les gens n'ont pas attendu la collectivité pour se positionner sur ces enjeux de justice alimentaire. Et on a la chance à la métropole, mais aussi sur l'ensemble de la région, d'avoir des acteurs forts qui ont déjà expérimenté, testé, prouvé le fonctionnement. Et comme le rappelait Boris, je pense qu'il y a un vrai enjeu autour de le soutien à ce type d'acteurs, le soutien dans leur modèle économique. Évidemment, quand on achète et qu'on revend à prix coûtant, il faut bien à un moment donné que tout ça s'organise et que des gens puissent l'organiser correctement et professionnellement. Donc, ça veut dire aussi aider ces acteurs à se structurer, à changer d'échelle, à monter en puissance. Et là, il y a un vrai enjeu d'accompagnement, d'ingénierie et de financement que les collectivités doivent mettre en œuvre pour accompagner ces acteurs. J'ai vu tout à l'heure Jean-François Baudin qui faisait la promotion des AMAP. Évidemment que les AMAP ont toujours leur place dans ce dispositif et on sait à quel point le maillage des AMAP a permis, pendant la crise sanitaire, de fournir des aliments de qualité aux habitants. Et j'ai pas parlé des épiceries sociales et solidaires. On voit qu'il y a des attelages assez forts entre VRAC et les épiceries sociales et solidaires et le rôle que peut représenter ce type d'offre de distribution à proximité et surtout là où on a des déserts alimentaires. L'autre enjeu, c'est le prix. Et là aussi, il y a un vrai enjeu d'intervention et je reprendrai volontiers une réflexion avec Madame Scherer sur le type d'aide qu'on doit mettre en place, alors sécurité sociale et alimentaire, chèque alimentaire, intervention avec des partenaires de la précarité alimentaire. C'est des sujets qu'on a clairement mis sur la table aujourd'hui, en essayant aussi de décloisonner. Vous savez, dans les collectivités, souvent on fonctionne en silo. Et en l'occurrence, à la métropole, on a une compétence sociale forte, héritée du département, puisqu'on a aujourd'hui les compétences du département. Et en l'occurrence, la question sociale n'était pas forcément traitée, enfin le volet alimentaire n'est pas forcément aujourd'hui traité à part entière dans la dimension sociale d'intervention de la collectivité. Et puis moi, je voulais insister sur un point, c'est la qualité. Et là, c'est tout l'amont, c'est-à-dire l'organisation, la création de la filière agricole. Et ça, c'est le deuxième vrai pilier de la feuille de route, après, avec justice alimentaire, c'est la résilience de notre système alimentaire. Les chiffres que j'ai l'habitude de donner, beaucoup qui sont peut-être en ligne le connaissent, mais ce fameux 5% d'autonomie alimentaire de la métropole lyonnaise, je dirais même plus 5% d'autonomie alimentaire sur un rayon de 50 km autour de Lyon. 5%, c'est-à-dire 95% de ce qui est consommé provient d'autres territoires et 95% de ce qui est produit dans ce périmètre de 50 km part à l'extérieur de ce territoire, c'est-à-dire ne vient pas alimenter en priorité le bassin de consommation de la métropole et de ses territoires voisins. Alors qu'en fait, si on prend la région maintenant, le périmètre régional,
on pourrait atteindre une quasi-autonomie alimentaire à travers la richesse que représente le tissu agricole et le tissu transformation de produits sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Agir sur toute la chaîne en amont, c'est agir déjà sur le foncier. Et le foncier, c'est comment aujourd'hui on sanctuarise les terres agricoles pour en produire suffisamment d'alimentation de qualité qui seront accessibles au plus grand nombre sur les différentes villes que compose le territoire. L'autre enjeu, c'est augmenter la population agricole. Il faut savoir qu'en à peu près 20 ans, par exemple, sur le territoire métropolitain, on a une baisse de près de 50% de la population agricole. On a aujourd'hui plus 350 exploitations environ sur la métropole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faciliter l'installation en créant, par exemple, on a un beau projet d'espace test sur les Monts d'Or, un autre bel espace test sur Vaux-en-Velin, envie de travailler sur un espace test sur la CTM de Monsieur Christian Duchesne, ça serait assez génial. L'autre chose, c'est comment la collectivité prend sa part aussi dans l'effort, c'est-à-dire aujourd'hui un projet de création d'une régie métropolitaine agricole, donc comment la collectivité devient productrice de son alimentation et finalement essaye aussi à travers son intervention de rendre accessibles les prix et surtout les prix auprès des publics les plus précaires. C'est également développer l'agriculture biologique. Je vous invite à lire la tribune qu'on a co-signée, qu'on a été nombreux à co-signer, qui est sortie hier, aujourd'hui dans la presse pour soutenir l'agriculture biologique et demander de se mettre des challenges un peu plus importants au niveau de l'État et de l'Europe sur le développement de l'agriculture biologique. Peut-être que Fabienne, tu pourras en l'évoquer aussi par rapport à la région. Et puis, la dernière chose, c'est encore une fois orienter le développement de cette agriculture dans une dimension nourricière qui est tournée vers les circuits courts et de proximité. Donc, c'est ne pas réorienter une partie de la culture, encore une fois, 95% de ce qui est produit quitte aujourd'hui la métropole, réorienter l'agriculture vers des circuits de proximité. Et l'un des leviers, vous l'avez évoqué au niveau de Saint-Fond, mais au niveau de la métropole, c'est la même chose, c'est sa commande publique. C'est-à-dire qu'un des leviers importants pour pouvoir réorienter une partie de la production, c'est d'actionner sa commande publique. Et la métropole a en gestion à peu près 80 collèges, 24 000 repas quotidiens. J'ai oublié d'évoquer au tout début, mais la ville de Lyon est exactement dans la même dynamique, avec une délégation spécifique incarnée par Gauthier Chapuis sur la question alimentaire. Le même enjeu d'actionner la commande publique autour de ces 30 000 repas quotidiens produits dans les cantines scolaires. Donc voilà, aujourd'hui on a tous les leviers, la capacité financière de faire un grand pas, l'ingénierie qu'il faut et surtout encore une fois les acteurs qui sont déjà présents sur le territoire et essayer de les accompagner plus fortement sur les enjeux prioritaires qu'on vient d'évoquer. Je vais finir moi mon intervention par un enjeu autour de la coopération. Et en l'occurrence, le PATLI, dont le projet alimentaire territorial, il s'est inscrit depuis le début dans un périmètre qui dépasse le périmètre administratif de la métropole. Il dépasse les 59 communes, dépasse les 1 400 000 habitants. Il s'inscrit à minima dans un périmètre de 50 km. Sur ce périmètre de 50 km, c'est à peu près 3,5 millions d'habitants. C'est 43% de la population régionale. Et là, la région a toute sa place. C'est-à-dire que les coopérations entre les territoires voisins de la métropole, elle doit aussi se réaliser grâce à l'impulsion de la région et de la collectivité. Et il y a un vrai paradigme à changer pour commencer. Moi, ça fait très peu de temps que je suis élu et je commence à rencontrer pas mal de territoires voisins. Il y a une vraie image d'Épinal de la métropole qui vient comme un géant absorber les territoires voisins, un rapport de force assez ancienne école. Et là, on a un vrai enjeu de changer ce paradigme en valorisant ces territoires voisins à travers l'enjeu stratégique qu'ils représentent sur la production et la ceinture verte que ça représente pour un bassin de consommation qui manque aujourd'hui d'alimentation et qui en manquera certainement d'autant plus avec les crises qui risquent de nous tomber sur le nez ces prochaines années. Donc voilà, la relation ville-campagne et j'adore l'idée de Boris d'essaimer aussi des bonnes pratiques métropolitaines dans les territoires ruraux et de montrer que en fait tout ça est ultra interconnecté et la région a vraiment un rôle important pour arriver
changer un peu les esprits sur ces enjeux-là. Donc, merci en tous les cas pour votre invitation et au plaisir de répondre à vos questions. Je ne sais pas si j'étais dans les temps. J'espère ne pas avoir trop. Oui, Jérémy, tu es quasi dans les temps et tu as vraiment bien complété les interventions qui précèdent. Et la question des représentations des territoires, hein, elle est importante. Hein. On a évidemment été terriblement abreuvé par des représentations sur les métropoles qui seraient les grandes gagnantes, les grands lieux de la créativité, de l'innovation et des campagnes qui seraient moins créatives et moins importantes. Aujourd'hui, ces représentations, elles ont pesé et il faut les inverser. Et la région est la bonne échelle pour cela. Alors, ça me donne la possibilité tout de suite d'emblée de donner la parole à Fabienne pour qu'elle puisse à la fois réagir et aussi nous proposer ce que les écologistes ont prévu dans le programme pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. À toi la parole, Fabienne. Je ne sais pas les autres, mais moi, je n'entends pas Fabienne. Tu n'as pas mis ton micro, je pense. C'est moi qui n'avais pas mis mon micro, désolée. Nous sommes rassurés, ça n'est pas la technique qui fait défaut. À toi. Bien, écoutez, merci d'abord d'être là ce soir, de consacrer cette soirée à ce thème combien important. Il est important parce que effectivement, il concerne nous tous, nous toutes qui vivons ici sur ce territoire. Manger, c'est l'acte le plus essentiel dont on a besoin ici. Mais cet acte essentiel, il n'est pas donné à tout le monde. La question est posée dans le chat. On meurt pas de faim en France, ou je l'espère. En tout cas, je l'espère. Mais par contre, on meurt de mal manger et des maladies qui y sont associées. 49% de la population est en surpoids. Et donc, nous avons un enjeu important à porter, à la fois pour minimiser les risques qui sont liés aux approvisionnements alimentaires et à la fois un rôle qui est lié à la sensibilisation, à l'éducation populaire pour permettre à toutes et tous d'accéder à une alimentation de qualité. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent du bio comme un élément de l'alimentation de qualité, mais on voit à travers ce sujet-là et cette question de la précarité qu'il est bien plus large que cette unique question du bio. C'est effectivement cette question de l'approvisionnement, mais ça touche aussi à des mesures qui relèvent de la psychologie sociale, de comment changer ses comportements alimentaires. Ça relève aussi de la question de la transformation. Qu'est-ce qu'on fait des aliments produits qui sont plutôt produits l'été? Comment les stocker, les consommer sur place? Et ça posait aussi la question des flux de marchandises. Je discutais il y a 2 jours avec des éleveurs dans mon département Haute-Savoie. Ils attiraient mon attention sur le fait que la structure, que la filière viande en Auvergne-Rhône-Alpes était pas bien structurée et que notre viande partait en Espagne, au Portugal, en Pologne, alors qu'on la produit localement. Donc, garantir l'équité d'accès à une alimentation de qualité, c'est aussi consommer sur place ce qui est produit localement. Et ça, c'est un enjeu qui nous semble fondamental à la région parce qu'il va permettre à la fois de développer une économie locale et donc de faire en sorte que la valeur créée reste sur notre territoire. C'est aussi un enjeu pour créer de l'emploi et c'est un enjeu aussi pour améliorer sa qualité de vie, améliorer sa santé, parce qu'une bonne alimentation, c'est les premiers éléments d'une santé et d'une croissance pour tous les enfants qui est garante d'un développement personnel, physique très satisfaisant. Alors là, la région, elle a plusieurs enjeux importants auxquels elle doit faire face. D'abord, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le bon périmètre pour penser les approvisionnements. Et effectivement, il y a un travail, ça a été souligné par Jérémy, de ces plans alimentaires territoriaux qui consistent à s'organiser à l'échelle d'un territoire pour voir ce qu'on peut produire, ce qui nous manquerait, comment on s'organise. Mais il y a un travail de coordination et de coopération que doit porter la région et c'est un engagement qu'on peut d'ores et déjà prendre pour se dire quels sont les besoins,
qu'est-ce qu'on doit produire à tel endroit, de quoi on manque, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on produise en plus, de manière à coordonner effectivement une cartographie des aliments dont on a besoin à l'échelle de la région et de satisfaire aux besoins alimentaires de toute notre population. Mais préalablement, nous avons un enjeu majeur qui est celui de garder nos exploitations agricoles. Dans les 10 ans qui viennent, on risque de perdre 50% des exploitations agricoles du fait du départ à la retraite d'un certain nombre d'agriculteurs. Et il nous faut impérativement garder ces terres pour qu'elles ne risquent pas de partir dans des projets d'urbanisme, de logement, de développement de zones d'activité. Et Dieu sait si la tentation est grande parce que des fois, vendre un bien, vendre un terrain, pour un agriculteur, c'est aussi les moyens pour lui d'avoir un niveau, une qualité de vie normale parce que ces subsides qui sont liés à la vente d'un terrain vont lui permettre d'avoir une retraite avec un revenu à peu près correct. Donc, on doit faire un véritable effort, de ressourcement de ces terres agricoles, d'accompagnement en amont des agriculteurs pour conserver ces terres agricoles, éviter qu'elles fusionnent, qu'elles deviennent des exploitations agricoles plus grosses, qui iraient à l'encontre de ce qu'on veut porter, une alimentation respectueuse de l'environnement et un développement d'une alimentation bio, équitable et locale. Donc ça, c'est fondamental. On doit conserver des exploitations agricoles de taille moyenne ou d'environ 50 hectares quand il s'agit d'élevage, 3-4 hectares quand il s'agit de maraîchage, pour permettre de conserver cette agriculture de proximité. Ça, c'est un premier point. Mais quand on produit, il faut aussi créer des infrastructures locales pour transformer et distribuer ce qui est produit ici. Et là, on a un vrai travail à faire à travers la commande publique, garantir une équité d'accès à une nourriture de qualité. C'est aussi possible à travers les cantines. Et ça a été évoqué par Christian Duchesne, mais à la région, nous avons des centaines d'établissements à travers les lycées. Nous avons créé une centrale d'achat et nous devons orienter nos approvisionnements locaux à travers cette commande publique. Et donc, de garantir à nos agriculteurs, à nos éleveurs, à nos maraîchers, que les produits qu'ils produisent vont être consommés par les lycéens, etc. Et ça, c'est un vrai travail à mener pour structurer les filières et organiser le groupement d'achat pour permettre de s'alimenter localement. Alors, tout ça ne serait rien si on ne travaillait pas aussi sur des sujets d'éducation populaire à travers les politiques de la ville, à travers des épiceries solidaires comme celle que nous avons visitée cet après-midi, qui fait tout un travail aussi sur l'éducation, sur le bien vivre ensemble, sur comment cuisiner ensemble, comment apprendre à cuisiner des produits bruts, comment retrouver ce plaisir de cuisiner. Et là, nous avons un vrai travail de soutien que la région peut porter dans cette optique-là. La région peut également être le lieu où nous allons expérimenter ce qu'est la sécurité sociale alimentaire. La sécurité sociale alimentaire, c'est quoi? C'est demander à des agriculteurs de produire des produits bruts qui vont être commercialisés dans des circuits dédiés, circuits qui peuvent être des épiceries solidaires d'ailleurs, et les bénéficiaires vont avoir un chèque comme un chèque restaurant et ils vont pouvoir acheter ces produits à des prix accessibles et ça permet à tout le monde, d'accéder à ces produits qu'on n'a pas forcément les moyens de s'offrir s'ils ne sont pas soutenus dans ce cadre d'une démarche de ce type, et aussi de garantir un revenu correct aux agriculteurs. C'est un moyen à la fois pour accélérer la mutation des pratiques vers des pratiques vertueuses d'alimentation bio, éthique et locale. C'est un moyen d'offrir un revenu
correcte aux agriculteurs de proximité, et c'est un moyen d'offrir à tous ceux qui ne peuvent se le permettre l'opportunité d'une alimentation saine, de qualité et locale. Et du coup, travailler sur cette notion de l'alimentation, c'est un formidable levier. D'abord pour travailler en termes de transparence et de coopération entre des directions agriculture et alimentation, des services économie, des services lycées, des services formation professionnelle, parce que nous allons avoir besoin de former des agriculteurs en Auvergne-Rhône-Alpes, et puis des services qui sont liés à la politique de la ville, à la culture, à l'éducation populaire, pour faire évoluer les représentations. Donc, la région est parfaitement compétente sur ce sujet-là. C'est un moyen qui permet là véritablement d'améliorer la qualité de vie. C'est bon pour l'économie locale, c'est bon pour la création d'emplois locaux, non délocalisables et pérennes. Et c'est bon aussi pour l'environnement parce que, je vous le rappelle, 17% des gaz à effet de serre sont liés à l'agriculture. C'est aussi faire une alimentation locale et de proximité, c'est l'opportunité de baisser les émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi le cas si nous faisons baisser la part de la viande dans nos régimes alimentaires et si nous faisons augmenter la part des protéines végétales. Donc, nous avons tout intérêt à jouer ces politiques publiques qui sont triplement gagnantes, et c'est ça qui rendra aussi notre région plus solidaire, plus attractive, parce que nous aurons réussi à la fois une transition écologique, démocratique, qui garantit une bonne qualité de vie à toutes et à tous. Voilà ce que je pouvais vous dire, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Fabienne. On voit bien au travers de ton intervention effectivement cette question qui est une question holistique, une question globale qui doit être saisie au travers de différentes politiques publiques, au travers aussi sans doute de l'initiative des citoyens, accompagnés d'ailleurs par les politiques publiques. C'est pas toujours qu'aux collectivités de prendre le devant, mais bien aussi à la société civile d'être accompagnée quand elle a et ce qui est souvent le cas, de très belles idées. Alors, j'ai regardé le chat, il y a beaucoup de choses qui ont été commentées. On voit aussi, en vous entendant tous les cinq, l'ampleur du problème. Moi, je suis frappée quand même quand on entend que 15% de la population est en dessous du seuil de pauvreté, quand on entend qu'on perd des exploitations agricoles en aussi grand nombre, quand on voit les revenus des personnes et la part dédiée à l'alimentation qui est aussi faible dans les bas salaires, les bas revenus, on voit que le problème est d'ampleur. On n'est pas là ce soir en train de traiter d'une question mineure, mais bien d'une question extrêmement importante. Je vais vous redonner, chers intervenants et chères intervenantes, la parole pour un deuxième round, en fait. Mais évidemment, là, il faudrait être un tout petit peu plus court, puisque nous n'avons plus qu'une vingtaine de minutes ensemble. Et donc, je vais vous demander de parler à peu près 4 minutes chacun, maximum 5 minutes. Et je voudrais redémarrer par Christian Duchesne, par le maire de Saint-Fond. Dans le chat, on évoque notamment la loi Egalim, qui évoque la question de l'équilibre des repas dans les cantines, dans la restauration collective. Donc voilà, est-ce que ça, c'est des choses qui vous ont, que vous avez mis en œuvre, je l'imagine, et comment cette question vous amène à réfléchir à des questions plus larges, éducatives, dans des quartiers qui sont assez en difficulté sociale. Et donc, je vais démarrer par vous, Christian. Ensuite, je demanderai à Pauline de prendre la parole, ensuite à Jérémy et ensuite à Boris. On va changer un peu l'ordre des choses. Donc, Christian, je vous donne 4 minutes. C'est très gentil de me donner 4 minutes pour parler de la loi Egalim. Alors, oui, j'ai fait référence tout à l'heure parce que nous sommes en train de retravailler, pour être très concret, nous sommes en train de retravailler sur
notre prestataire pour la restauration scolaire. Nous savons qu'à partir de du 1er janvier 2022, il faudra qu'on mette au minimum 20% de produits bio. La question que nous nous posons, nous les élus maintenant, avec cette règle-là, c'est est-ce que 20% c'est suffisant? Est-ce qu'il faut que l'on aille plus loin? Est-ce qu'il faut qu'on demande à nos prestataires de favoriser les circuits courts? Et puis, à quel tarif? J'ai fait référence tout à l'heure, j'ai parlé un peu crûment de la somme que ça représente, mais c'est bien le souci des élus. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur des idées et des objectifs que nous devons partager, reste l'histoire du budget à gérer le plus sérieusement possible. Donc, j'ai pas de réponse sur notre choix, mais puisque nous sommes en train d'y réfléchir, a priori, il n'est pas question qu'on pénalise les familles en augmentant les tarifs. Et pour autant, nous souhaiterions avoir une marque, une progression dans la qualité alimentaire de nos restaurants scolaires qui soit marquée. Et je faisais aussi référence tout à l'heure aux animations que nous aimerions voir accompagner tout cet accueil dans les restaurants scolaires, qui est un travail contre j'ai plus le terme, contre merci de m'aider. Alors, contre quoi? Contre les problèmes de santé Alors, il y a sur la santé et puis sur le gaspillage alimentaire. Voilà, merci. J'ai trouvé tout seul. Voilà. Bravo. À la fois sur sensibiliser à la santé, à la qualité des produits et à la fois sensibiliser effectivement au gaspillage alimentaire. Alors, tout ça, ça fait beaucoup de paramètres. Ça se termine, je vous le disais, par un choix économique qu'il faudra faire. On a nos convictions et puis on a le portefeuille qui décidera. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, c'est tout à fait un problème d'actualité pour notre commune. Oui. En tous les cas, c'est une équation difficile. On voit qu'en responsabilité, c'est pas simple et que peut-être effectivement vous avez aussi besoin d'être soutenu dans ces choix-là. En vous mettant en lien avec des producteurs, avec ou en mettant en lien votre prestataire avec des producteurs, on sent qu'il y a besoin à la fois d'accompagnement, de soutien, et on peut imaginer que d'autres collectivités publiques ou d'autres groupements de distribution puissent vous accompagner. Merci de votre sincérité, Christian, et de cet aspect très concret que vous soulignez. Oui, mais quand vous parlez de soutien, si je peux me permettre de vous interrompre, il est vrai, j'en parlais tout à l'heure à Fabienne, non, je ne sais plus à qui j'en parlais, il faut vraiment que la région marque son positionnement sur cette question de l'alimentaire et de la qualité alimentaire, parce que effectivement, ça fait partie des soutiens. Si la métropole, si la région vont dans notre sens, le choix que nous faisons est d'autant plus légitime et compréhensible par les habitants. Parce que le petit point que je dois rajouter, c'est que tous ces projets que nous mettons en place ne sont pas des projets qui viennent de nos symphoniaires à nous, de nos habitants. Ce sont des projets qui sont des projets politiques que nous estimons bons pour les habitants, mais il faut ensuite faire partager ces ambitions avec des gens pour lesquels c'était peut-être pas un problème. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas pour ce témoignage, Christian. Je vais passer la parole à Pauline parce qu'elle évoquait tout à l'heure d'abord un mot que personne n'a repris, mais qui est fort, qui est la question de la démocratie alimentaire, et elle nous parlait d'expérience de tiers-lieux alimentaires. Ça renvoie peut-être à ce que nous avons, nous, marqué dans notre programme qu'on a appelé des maisons de l'alimentation et de l'agriculture, mais peut-être ça va au-delà de ça. Donc, Pauline, peut-être nous donner un exemple et aussi réagir sur ce que vous avez entendu ce soir. Merci beaucoup.
Oui, merci. Justement, j'avais deux petits points qui vont peut-être dans le sens de votre proposition. Sur cette question de démocratie alimentaire, on parle de justice alimentaire, démocratie alimentaire, on a un fort enjeu aujourd'hui à travailler les questions avec les personnes concernées, comme on dit. Vous avez cité tout à l'heure l'exemple du PAT Terre de Lorraine et du travail au long cours d'Atelier Carbone sur ces questions-là et sur cette manière finalement d'engager les réflexions et les actions avec les personnes qui sont directement concernées, qui est un fort enjeu aujourd'hui si on veut travailler sur du moyen, du long terme, du changement social et de la transformation. Voilà. Alors effectivement, cette hypothèse des tiers-lieux, elle est intéressante. On peut appeler ça maison de l'alimentation. En fait, c'est pas tant le terme aujourd'hui qui compte, c'est les principes d'action qu'il y a derrière, et notamment cette question de la coopération multi-acteurs et des alliances qu'on est capable aujourd'hui de nouer entre le monde agricole, les acteurs du système alimentaire, le monde de l'intervention sociale, les citoyens eux-mêmes. Voilà, c'est vraiment cette imbrication entre dynamique citoyenne, coopération entre acteurs et co-construction de l'action publique qu'on doit réussir à penser et articuler, à mettre en œuvre. Et puis, vous avez aussi évoqué des projets très transformateurs, comme la sécurité sociale de l'alimentation. Donc, on est bien aussi sur ces questions-là, comme on dit, changement d'échelle, comment on passe, entre guillemets, d'une multitude d'initiatives micro-locales qui ont de la valeur, qui sont très importantes et très intéressantes et dont on a absolument besoin au quotidien, mais pour, entre guillemets, passer aussi un cap et massifier un petit peu cette réponse aux enjeux d'accès à l'alimentation durable. Et donc, vous l'avez évoqué, la Convention citoyenne pour le climat a proposé les chèques alimentaires. On a des collectifs qui travaillent depuis quelques temps maintenant sur cette sécurité sociale de l'alimentation, qui est vraiment un projet très transformateur, puisqu'en gros, l'idée, c'est d'intégrer l'alimentation à la sécurité sociale, à la carte vitale, entre guillemets, avec un budget alloué mensuellement à chaque habitant, habitante, et avec un système de caisse locale qui permettrait de consommer, avec un système de conventionnement de certains fournisseurs. Voilà. Donc, tout un changement complet, finalement, d'approche, puisque là, on est sur l'universalité. C'est l'accès à l'alimentation pour tous garanti. Et donc, derrière, on peut faire l'hypothèse que ça engagerait une transformation du système alimentaire. Voilà. Et je voudrais parler juste pour finir, on vient d'avoir un financement là dans le cadre du plan de relance pour une expérimentation de 2 ans qu'on va mener sur Lyon, sur Montpellier, Marseille et Toulouse, qui s'appelle Territoire à vivre et qui vise justement à travailler ces systèmes de coopération entre acteurs, ces enjeux et ces dynamiques de démocratie alimentaire et ce lien avec les enjeux agricoles et d'acteurs alimentaires, qui va être encore une occasion, voilà, sur 2 années, de tester un petit peu ces hypothèses de coopération à une échelle un peu plus large, territoriale, en lien bien sûr avec les acteurs publics, et qui nous permettra, j'espère, voilà, de continuer à avancer, à chercher sur ces enjeux et à les rendre encore plus, voilà, avec un peu plus d'envergure, on va dire, pour l'avenir. Merci, merci bien, Pauline. Je vais passer la parole à Jérémy. Il y a eu des remarques dans le chat, surtout des félicitations pour saluer cette initiative de la métropole, enfin d'avoir une délégation dédiée à l'agriculture et à l'alimentation. Peut-être 2 mots sur la régie, Jérémy. Il y a peut-être, t'es passé un peu vite là-dessus. Tout ce qui est plus commande publique, régie, en quoi c'est important dans les différents leviers, les différents dispositifs que vous avez mis en place, vous allez mettre en place à la métro? Merci. Tout d'abord, je voulais juste te dire que quand j'entends le programme qui est porté et exprimé par Fabienne, je ne peux que rejoindre l'impatience de Christian Duchesne d'avoir les écologistes en responsabilité à la région en juin prochain. Et quand je vois d'autant plus la pertinence que ça a en termes d'efficacité quand des collectivités sont alignées politiquement, et typiquement avec Lyon, l'alignement politique qui facilite quand même vraiment la mise en place d'actions. Avant de répondre sur la régie alimentaire, je voulais rebondir sur les propos de Pauline Scherrer et sur le chèque alimentaire et les connexions avec les monnaies complémentaires. Et basiquement, viennent venir illustrer aussi les complémentarités entre des collectivités qui ont la même vision. On essaye là avec Lyon justement d'utiliser la gonette
comme un levier qui permettrait à la fois d'associer l'alimentation et le fléchage de ces chèques alimentaires en gonettes auprès de distributeurs qui seraient adhérents à la gonette et qui faciliteraient, en l'occurrence, qui orienteraient vers une alimentation peut-être plus saine et voilà. Je ne me souviens plus de la question qui a été posée au départ. Si, la régie. La régie. Oui, rapidement, en 2 minutes. Oui, là, rapidement. En fait, la collectivité, elle peut agir sur plein d'enjeux. On a parlé du foncier, on peut amener de l'ingénierie, on peut financer des acteurs et des partenaires pour avancer. On peut actionner la commande publique et puis finalement faire un effet de levier en termes d'achat. Et puis, une autre façon, c'est d'être acteur proprement dit du système. Et en l'occurrence, d'être acteur là où c'est peut-être un peu plus difficile pour certains de se lancer ou de se développer. Et en l'occurrence, sur certaines filières aujourd'hui d'alimentation, en l'occurrence sur les productions, sur certains types de production, on peut se rendre compte que soit sur des problématiques de maraîchage où finalement la production qui est aujourd'hui, enfin le maraîchage qui est produit aujourd'hui n'a pas de difficulté à trouver de débouchés et en l'occurrence ne permet pas d'aller jusque ceux qui en ont potentiellement pas une accessibilité forte. Et donc, peut-être aller vers du maraîchage accessible, du maraîchage avec de l'accessibilité en termes de prix derrière, et comment la collectivité peut jouer ce rôle-là. Et puis sur d'autres filières qui sont peut-être pas aujourd'hui très dynamiques pour le monde agricole classique, typiquement sur on parle beaucoup je l'ai pas dit, mais on parle beaucoup de cantines végétariennes. Il va aussi à un moment donné avoir de la production qui soit adaptée à cette nouvelle offre autour du végétarien, et en particulier sur les légumineuses. Et on essaye de faire pivoter certaines productions de céréales, de céréaliers, plutôt en circuit long, pour les amener sur du circuit court. Et en l'occurrence, on vient de mettre en place une opération autour de la lentille, pour amener de la lentille produite par des producteurs en circuit long, alimentant la restauration collective en circuit court. Ça fonctionne, mais je pense qu'encore une fois, on est sur ces notions de changement d'échelle. Et là, à un moment donné, on peut expérimenter, on peut mettre en place des petites actions, mais à un moment donné, la collectivité, si elle a si elle se sent la responsabilité d'avancer sur ces enjeux, elle doit devenir actrice à un moment donné. Et les modèles de régie, en fait, il en existe plein. Et c'est toujours le biais de beaucoup de projets, c'est de partir du comment, alors qu'on ne s'est même pas encore posé la question du pourquoi et où. La question juridique, elle arrive vraiment à la fin, en fait. Elle arrive en fonction de... donc, ça peut être une régie comme certaines municipalités l'ont mis. Bien sûr. Les fonds de Montsartou, les régies municipales agricoles, mais ça peut être une société productive locale, etc. Mais je vais t'interrompre pour laisser juste, et peut-être un tout petit peu moins de temps à Boris, 2 minutes. Alors, peut-être revenir sur ces questions d'approvisionnement, mais aussi au-delà de ça, puisque vous avez beaucoup parlé, Boris, de questions éducatives, etc., du goût, et peut-être revenir sur votre expérience sur la difficulté de reconnexion des personnes, hein, des populations auxquelles on s'adresse ces initiatives avec la production, c'est-à-dire finalement le lien entre les paysans, hein, et puis ceux qui mangent. Voilà. Moi, c'est un peu la question que j'avais envie de vous poser, mais peut-être vous avez envie de réagir sur autre chose. Mais vous avez que 2 minutes. De Lille, vous nous entendez bien? Mettez votre micro. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas du tout, Boris. Mince, mince, mince. J'ai vu que tout à l'heure, vous aviez des difficultés de connexion avec nous. On ne vous entend pas. Je suis bien embêtée. Ah là là. Comme c'est dommage. Bon. Un autre essai. Avez-vous mis votre micro? Votre micro a l'air... Non, il est fermé? Bon. Mais c'est exactement la famille est trop instable. Alors, on vous entend très mal. Hein. Il n'y a pas que moi. Ça sera simple. Que se passe-t-il?
il a l'air perdu dans le cloud. Et on a perdu Pascal par la même Et occasion. on a perdu Pascal. Bon, alors peut-être vais-je reprendre la main, peut-être pour un petit mot de conclusion, parce que je crois qu'on arrive à la fin de ce Facebook Live. Moi, d'abord, je voulais remercier d'abord l'équipe de campagne d'avoir organisé cette rencontre. Toi aussi, Pascal, d'avoir préparé cette rencontre, et à vous tous et toutes de vous être libérés ce soir pour cet événement. Je crois qu'on a un gros chantier à mener, un gros chantier parce que on le voit bien, ça nécessite une totale façon de changement dans les pratiques que nous devons porter. Nous avons jusqu'à présent beaucoup parlé d'agriculture, mais on a peu parlé d'alimentation, et ça nous amène à retravailler sur l'essentiel et de repartir des besoins essentiels de nos habitants, de nos territoires. Et je crois que c'est ça la noblesse de la politique, c'est de garantir que chacun d'entre nous peut accéder à ces biens essentiels, à ce bien commun qu'est l'agriculture, qui est ce patrimoine qui fait aussi, qui peut se traduire aussi par de la gastronomie. Mais si on revient là à ce sujet-là, ne serait-ce que de travailler sur une alimentation, c'est un bien commun, c'est quelque chose que nous devons cultiver, faire évoluer, pratiquer. Ça ne coûte pas cher, je dois le dire aussi, parce que ça coûte beaucoup moins cher que des nouvelles technologies, que des grands projets d'infrastructure. Et pourtant, c'est ce qui peut faire du lien commun, c'est ce qui peut nous permettre de nous retrouver, c'est aussi créateur de liens sociaux. Donc, nous avons tout intérêt à porter ces politiques-là ici en région et en Auvergne-Rhône-Alpes, et en faire un élément essentiel qui va nous permettre de faire société et de souder à la fois les gens des villes et les gens des campagnes, à la fois différentes cultures alimentaires, différents types de régimes. Et c'est ça qui va aussi probablement redonner vie à nos quartiers, à ces ceintures vertes que tu évoquais tout à l'heure, Jérémy, et qui vont nous permettre de mieux faire coopérer à la fois les métropoles, les territoires périurbains et nos campagnes. Pascal, je te laisse le mot de la fin, si tu le souhaites, et merci encore du travail que tu nous as que tu as fait ce soir pour nous permettre d'avoir ces échanges. Eh bien, merci à vous tous. Je vois que malheureusement Boris est parvenu, mais ça a été un élément essentiel de nos échanges. Saluer le travail de l'équipe, bien sûr, de Gauthier, et aussi d'Axel Marin, qui a particulièrement contribué à venir vous chercher tous et vous réunir avec des points de vue, des échelles de travail qui sont différentes, du public, du privé. On voit bien que les collaborations sont nécessaires. Pauline nous l'a rappelé, la question de la coopération entre différents champs d'action et de politique publique, et Jérémy le disait aussi, et va être essentiel, mais l'attraper par la santé, par l'alimentation et par le bien-être de nos concitoyens, ça nous semblait aujourd'hui plus qu'urgent. Comme je le disais tout à l'heure, on est en face d'une question à la fois sanitaire, sociale, d'extrême importance. Et merci à toi, Fabienne, de nous donner cet espoir de pouvoir changer les choses. On va y arriver. Au mois de juin, par un vote en faveur des écologistes. On avait 1h30, ça va s'arrêter, je suppose. Hein, c'est comme ça que ça se passe souvent dans ce genre de choses. On va nous couper l'antenne. Moi, je voulais remercier tous les commentaires vraiment dans la discussion, des choses très très riches, des références aussi qui nous sont données. J'espère que tout le monde a pu en profiter, que nous, on va aussi garder et fouiller encore. On a déjà un beau programme sur ces questions-là, mais on va bien entendu le compléter. Donc, merci à vous tous et toutes. Merci à nos intervenants pour leur grande sagesse et clairvoyance et pour le temps passé avec nous. Et on vous dit à très bientôt sur plein d'autres sujets encore jusqu'à la fin de la campagne.
Bonne soirée. Bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous et toutes. Au revoir, merci bien. Merci beaucoup.